Aujourd'hui, près de 4 millions de personnes participent de par le monde à la vie de la franc-maçonnerie. Qui sont-ils? Leurs secrets fascinent. Leur discrétion intrigue. Et pourtant, les loges elles-mêmes ont oublié d'où elles venaient. Le plus grand de leurs mystères reste sans réponse depuis des siècles. Où et comment tout a-t-il commencé? Quelles sont les véritables origines de la franc-maçonnerie? Au cœur de Londres se trouve un des plus grands temples maçonniques au monde. C'est dans cette ville qu'officiellement serait née la franc-maçonnerie au début du XVIIIe siècle. Pour les uns, c'est une société secrète avide de mystères enfouis. Pour d'autres, c'est un club initiatique où se perpétue une fraternité humaine. Mais pour beaucoup, c'est un réseau d'affairistes et de comploteurs. Les francs-maçons cultivent le mystère et ce mystère engendre la méfiance. Pour la franc-maçonnerie, ce cercle vicieux aura de lourdes conséquences. C'est ainsi qu'elle fut excommuniée dès 1738 par le pape Clément XII. C'est le début d'une longue série de condamnations visant les maçons et leurs secrets. La franc-maçonnerie finit même par devenir l'une des cibles favorites du régime nazi. Sa propagande récupéra à ses propres fins le thème déjà ancien du complot judéo-maçonnique qui aurait comme but ultime la domination du monde. Un tel contexte de suspicion explique que l'image de la franc-maçonnerie soit si chaotique. Templiers, Rose-Croix, alchimistes et autres traditions mystérieuses sont autant d'explications de ses origines. Dans un tel chaos, où se trouve la vérité? Un grand nombre de personnes pensent que les francs-maçons sont les descendants des Templiers. Créé au XIIe siècle, l'ordre du Temple accompagne les croisades vers Jérusalem. Mais après la perte de la Terre Sainte, il se voit accusé de tous les maux par le pape et le roi de France. Le roi Philippe le Bel les fait tous arrêter et brûler vifs. Depuis lors, la légende leur attribue un trésor caché, encore à découvrir. Cinq siècles plus tard en France, un franc-maçon écrit un discours resté célèbre qui évoque pour la première fois cette théorie templière. Cet homme est-il à l'origine de cette légende? C'est un homme qu'on appelle Chevalier Ramsay, Andrew Ramsay. Il était l'orateur de la Grande Loge de France. En tant qu'orateur, il rédigeait les discours à prononcer devant les francs-maçons.
Le chevalier Ramsay est écossais. Il a fui les conflits religieux de son pays pour s'exiler en France. Sous l'empereur Tite et la dispersion de ce peuple, voici maintenant notre véritable histoire. Du temps des guerres saintes, En 1736, il prononce son discours dans une loge à Paris où il affirme que les francs-maçons sont les descendants des Templiers. ils firent vœu de rétablir les temples des chrétiens dans la Terre Sainte. Ils s'engagèrent par serment à employer leur science et leurs biens pour ramener l'architecture. Et il explique que pendant les croisades, les chevaliers avaient deux choses à faire. D'une part, construire des bâtiments pour s'abriter, et puis d'autre part, bien sûr, combattre les infidèles. Donc ils avaient d'une main l'épée et de l'autre la truelle. Et pour la première fois, Ramsay assigne à la franc-maçonnerie une origine chevaleresque. Dès lors et depuis, tous nos loges portaient le nom de loge de Saint-Jean dans tous les pays. Le discours de Ramsay traversera les siècles et frappera les esprits. Pourtant, l'histoire qu'il raconte n'existe que dans son imagination. Aucune preuve d'une quelconque filiation avec les Templiers n'a jamais pu être établie. Et c'est le cas de toutes les autres traditions ésotériques auxquelles la franc-maçonnerie s'est retrouvée raccrochée. Une fois que la franc-maçonnerie a été fondée avec ses rituels et ses degrés de base, beaucoup de gens se sont dit que c'était amusant et ils se sont mis à la recherche d'autres branches mythologiques plutôt que de références propres aux maçons. Oh, les Templiers, ça serait rigolo. Le Saint Graal. Ils l'ont inventé. Ils se sont amusés avec. Mais il n'y a pas un seul mot de vrai là-dedans. Il n'y a en fait rien d'original en franc-maçonnerie. Nous avons emprunté partout. Notre symbolisme, nous l'avons emprunté aux maçons opératifs en utilisant leurs outils. Nous avons emprunté au symbolisme religieux. C'est la façon dont nous les utilisons et les interprétons qui les rend maçonniques. Les francs-maçons ont réussi avec succès à rendre ce savoir ancien, mythique et hermétique pertinent pour leur propre temps, les temps modernes des XVIIe et XVIIIe siècles. Et ils ont été capables de joindre les deux, les Lumières et la mythologie, et à produire une fraternité qui fasse appel à une large étendue d'hommes. La franc-maçonnerie n'est pas d'origine templière. Et donc la question subsiste, d'où vient-elle ? Est-elle, comme beaucoup le prétendent, l'héritage des constructeurs de cathédrales? Un détail troublant plaide en faveur de cette thèse. Les outils symboliques des francs-maçons, tels que l'équerre ou le compas, ne sont-ils pas de manière évidente des attributs de bâtisseurs de cathédrales? Les tailleurs de pierre du Moyen-Âge sont-ils les ancêtres des francs-maçons actuels? Si vous étiez un tailleur de pierre, les chantiers de construction étaient plutôt rares. Vous deviez voyager pour travailler. Une fois qu'une église est construite, il fallait qu'ils aillent là où il y avait du travail. Donc les maçons voyagent souvent sur de très longues distances. Ils ne sont pas liés à une ville spécifique. Et cela semble leur avoir donné le sentiment particulier qu'ils constituaient leur propre monde. Ces maçons de pierre forment une corporation soudée. Ils perpétuent depuis longtemps déjà leurs propres traditions et leurs propres rites. Le chantier d'une cathédrale était immense et durait des dizaines d'années. Sur la face nord du bâtiment en construction, les maçons édifient un abri en bois qui reste en place jusqu'à la fin du chantier. Ils l'appellent la loge. Toute la vie du chantier tourne autour de cet endroit. C'est là qu'on s'abrite quand il pleut, c'est là qu'on prend ses repas, c'est là qu'on se repose ou que l'on prépare le travail du lendemain. Mais la loge n'est pas seulement un lieu de repos. Une fois la nuit tombée, les maçons posent leurs outils et accomplissent des rituels.
comme par exemple l'accueil d'un jeune apprenti dans le métier. Ces rituels s'organisent autour de la lecture de récits historiques fantastiques. On appelait ces parchemins lus dans la loge les anciens devoirs. Au nom de notre Père qui êtes aux cieux, Amen. Dans le 12e chapitre de la Genèse, il nous est raconté comment Abraham vint au pays de Canaan, comment notre Seigneur lui apparut et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance ». Mais une grande famine survint, et Abraham prit Sarah. En fait, ils contiennent l'histoire des maçons, jusqu'à la création, en soulignant leur importance, en soulignant qu'ils descendent de gens de naissance noble, en insistant sur le fait qu'ils sont les maîtres de la géométrie et qu'ils sont des scientifiques, des théoriciens aussi bien que des ouvriers. Il alla en Égypte tant que durerait la famine. Abraham, comme le disent les chroniques, était un homme sage et un grand clerc. Il connaissait les 7 sciences et enseigna aux Égyptiens la science de la géométrie. Or, notre noble clerc Euclide était son étudiant et apprit sa science. C'est lui qui lui donna pour la première fois le nom de géométrie, car on la pratiquait avant qu'elle ne fût nommée géométrie. Les anciens devoirs des tailleurs de pierre du Moyen-Âge étaient typiquement anglais. Quelques-uns de ces textes ont survécu à travers les siècles. L'un d'entre eux est conservé dans la bibliothèque de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Voici le manuscrit Grande Loge numéro 1, qui est le 3e plus ancien des manuscrits des anciens devoirs. C'est un rouleau d'environ 1,80 m de long, avec une invocation à Dieu et le départ de l'histoire du métier de maçon. Il date de 1588. Ce sont des manuscrits très petits, juste quelques centimètres, comme de petits livrets. Et on dirait vraiment qu'ils ont été faits pour pouvoir être emportés par les maçons. Ce qui à nouveau laisse penser qu'ils voyageaient. Ces maçons du Moyen-Âge n'étaient pas seulement des ouvriers. Ils formaient une corporation cultivée, avec ses rituels, ses légendes et une spiritualité très développée. Ces loges du Moyen-Âge ont-elles survécu jusqu'au 24 juin 1717 pour devenir ce jour-là à Londres, comme le veut la tradition maçonnique, la première grande loge des francs-maçons? Cette hypothèse est séduisante. Pourtant, elle doit être réduite à néant. Il n'y avait pas de loge opérative active en Angleterre. Le système des loges est plus ou moins mort au temps des Tudors, lorsqu'on a commencé à construire des maisons en briques. Tout cela donne l'impression qu'il s'agissait de gens n'ayant aucune connexion avec des tailleurs de pierre qui seraient tout à coup devenus francs-maçons. Le mystère s'épaissit. Les loges de tailleurs de pierre avaient disparu d'Angleterre. Dès lors, comment la première grande loge est-elle née? Pour percer ce mystère, remontons au jour et au lieu où, officiellement, la franc-maçonnerie s'est constituée, à Londres le 24 juin 1717. Ce soir-là, au pub L'Oie et le Grill, 4 groupes d'hommes appelés loges décident de se réunir pour créer ensemble ce qu'ils appellent une grande loge. Mes très chers frères, votons. Ils procèdent à l'élection du premier grand maître de cette grande loge, Anthony Sayer. Je vous félicite très chaleureusement. Le récit de cet événement est décrit quelques années plus tard par un personnage devenu célèbre. Le pasteur James Anderson.
Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, la 3e année du règne du roi Georges Ier en l'année 1717, l'Assemblée et la fête des maçons libres et acceptés s'est tenue au pub Loi et le Grill. Et le paradoxe, c'est que cet événement, le 24 juin 1717, qui est un événement fondateur, parce que c'était la première fois qu'on créait une grande loge, on crée aussi la franc-maçonnerie organisée, eh bien c'est un événement dont on ne sait rien. Il n'y a pas de document, hormis un récit, peut-être en partie reconstruit, de James Anderson, 20 ans plus tard. Le constat est troublant. Rien ne prouve que cette soirée ait eu lieu. Il n'y a aucune preuve historique du moment fondateur de la franc-maçonnerie moderne. La question se pose donc, qui s'y trouvait et que faisaient ces loges? À cette époque, la Grande Loge de Londres rassemble essentiellement le petit peuple. Les petits boutiquiers, les petits commerçants, les artisans, des gens assez humbles. Et finalement, le modèle qu'ils viennent reproduire là, c'est celui de la confrérie. La confrérie est très répandue en Europe depuis le XIe siècle. Au Moyen-Âge, la vie est très dure. Il n'y a aucun système de protection sociale. Il n'y a rien qui aide les travailleurs et leurs familles en cas de coup dur. Dès lors, des personnes mettent en commun un peu d'argent et se soutiennent mutuellement. À Londres, en 1717, ces petites structures appelées loges agissaient encore comme des mutuelles entre personnes. En ce début du XVIIIe siècle, pour se réunir, l'idée d'une mutuelle ne suffit plus. Une nouvelle société de commerce et de loisirs émerge. Les hommes aspirent à autre chose et des clubs de toutes sortes vont se créer. À partir de cette période, il y a une multiplication de sociétés, d'associations, d'endroits où se rendre pour socialiser avec d'autres hommes. Et je pense que cet aspect d'homosociabilité, de socialisation avec d'autres hommes, est très important. Ce sont des endroits où des hommes, sans doute de religion et de vues politiques différentes, peuvent se rencontrer grâce à l'amitié. Tout ceci semble très maçonnique. Cela a favorisé la naissance de la franc-maçonnerie, mais cela existait plus largement. Ce que la franc-maçonnerie avait et que les autres sociétés n'avaient pas, c'était un but plutôt sérieux. Les hommes allaient se construire en hommes meilleurs, ils allaient apprendre à devenir citoyens de leur pays. Un autre club offre un exemple extraordinaire de cette atmosphère nouvelle. Depuis 1660, la Royal Society a pour but de réunir des hommes différents autour de l'étude des sciences. Elle eut un succès considérable. Grâce à elle, la révolution scientifique se propagea en Europe autour de l'œuvre de Newton. On réalise alors brutalement que le monde obéit à des équations que l'esprit humain peut formuler. Or, nous savons qu'un grand nombre de membres de cette Royal Society se sont intéressés aux clubs maçonniques qui commençaient à émerger. Donc, il est important de rappeler que la science nouvelle n'est pas entièrement scientifique. Il s'intéresse toujours à l'alchimie, par exemple, ou à l'hermétisme, chose que nous ne considérerions pas comme scientifique aujourd'hui. Mais les membres de la Royal Society liaient les deux. La franc-maçonnerie était un outil logique pour le faire. Très rapidement, c'est une véritable mode maçonnique qui s'empare de Londres. Le succès est fulgurant et touche l'ensemble des classes sociales. Le nombre de loges va plus que doubler. En 1723, rien qu'à Londres, près d'une trentaine de loges sont recensées. Toute l'affaire explose en quelques années. Les nobles, les gentilshommes, les marchands, tout le monde à Londres se dit « Hé, c'est la dernière mode !»
Et il ne s'agit pas de n'importe quel club. C'est bien le club maçonnique, les loges. L'une des choses qui impressionnait les gens était qu'ils ne pouvaient pas prendre note des rituels. Les rituels ne pouvaient pas être imprimés. Il était interdit de publier ses premiers rituels. Pourtant, des témoignages nous sont parvenus. Les membres de la loge s'asseyaient autour d'une table posée sur des tréteaux. Sur un tableau, on dessinait avec de la craie ce qu'on appelait la loge. On y traçait 2 colonnes, on y ajoutait ensuite certains symboles ou certains outils. Alors seulement les participants tenaient la loge. Puis ils effaçaient les dessins et dînaient autour de la table. L'imagerie associée au rituel de la franc-maçonnerie était très puissante et suggestive. À cela s'ajoutaient d'autres éléments comme la musique ou les décors qui se sont révélés être très attractifs. Rapidement, les premiers francs-maçons d'origine modeste vont être remplacés. L'effet de mode va attirer des membres d'un profil bien différent. Des nobles, des gentilshommes vont faire leur apparition. Leur entrée va sceller définitivement le destin de l'institution. Ainsi, 2 ans à peine après sa création, cette grande loge de Londres et de Westminster se donne un nouveau grand maître, Jean-Théophile Desaguliers. L'arrivée de Desaguliers, c'est un événement considérable, dont on ne s'est probablement pas aperçu à cette époque-là, et pourtant c'est une vraie révolution, parce que Desaguliers, ça n'est pas n'importe qui. Jean-Théophile Desaguliers a quitté la France avec ses parents alors qu'il était enfant. Ces protestants fuyaient les persécutions consécutives à la révocation de l'édit de Nantes. Il va faire une brillante carrière. Après des études de droit à Oxford, il va devenir ministre de l'Église d'Angleterre, membre de la Royal Society et disciple de Newton. Toute sa vie, il sera un scientifique passionné et l'un des moteurs de la révolution newtonienne dans toute l'Europe. La Royal Society de Londres a compté des membres aussi illustres que Charles Darwin. C'est la première organisation à placer l'expérience au cœur de la démarche scientifique. Keith Moore est le gardien de la mémoire de la vénérable institution. Desaguliers y a laissé de nombreuses traces. Il était au cœur d'un réseau de gens qui s'intéressaient aux sciences, mais pas seulement à cela. Il parlait très bien français et latin, il enseignait en 3 langues, et donc son réseau de contacts n'était pas seulement britannique, il l'a étendu également au continent. Les travaux de Desaguliers sont précieusement conservés à la Royal Society. Ces archives, pour la plupart inédites, témoignent du climat scientifique dans lequel il évoluait. Ici, nous avons le rapport d'une expérience de Newton sur la lumière et les couleurs effectuées par Jean-Théophile Desaguliers devant les membres de la Royal Society. Il s'agit donc de rapports d'expérience de Newton refaits par Desaguliers. Ici, nous avons de la lumière blanche divisée en ses éléments constituants. Rouge, orange, jaune, vert, et ici, dans l'ordre inverse. Beaucoup des scientifiques clés de cette période étaient de grands collectionneurs, ce qui coûte beaucoup d'argent, ou, dans le cas de Desaguliers, avaient besoin de sommes d'argent considérables pour payer ses expériences et ses équipements. On prétend que sa maison était remplie à ras-bord d'équipements. Il en avait besoin pour ses expériences et pour ses conférences publiques. Il était un grand diffuseur de la science et de la philosophie newtonienne. Il est entré dans le clergé pour se garantir un salaire. La Royal Society l'a aidé en termes de projets d'ingénierie et les cercles francs-maçons l'ont aussi aidé à gagner sa vie grâce au patronage. Comme de nombreux scientifiques ou artistes de l'époque, Desaguliers a donc utilisé la franc-maçonnerie comme réseau professionnel et d'influence
afin d'obtenir les moyens indispensables à ces expériences. Dans les 2 ans qui suivent, sous son influence manifestement, des classes sociales complètement nouvelles vont faire incursion dans les loges. Des gens d'abord qui appartiennent à la gentry, puis ensuite des nobles, appartenant souvent au milieu scientifique, et enfin, comme une espèce de couronnement de son travail, en 1721, il parvient à faire élire comme grand maître de la Grande Loge de Londres le duc de Montagu, John, duc de Montagu, qui est à cette époque l'homme le plus riche d'Angleterre. Toute l'ironie est là. Les maçons prétendent que dans les loges, tout le monde est égal, que les distinctions sociales sont largement ignorées. Et pourtant, ils font tout pour se rendre respectables, en ayant des membres nobles, des meneurs issus de la hiérarchie sociale parmi eux. Cette transformation, Desaguliers ne la réalise pas seulement en changeant des hommes, mais aussi en bouleversant les structures. En 1721, il demande à un obscur pasteur écossais, James Anderson, de produire des constitutions qui auront pour tâche d'organiser les francs-maçons et leur manière de vivre. Ce pasteur a une vie modeste et va faire vers 1720 de très mauvaises affaires. Il est criblé de dettes et se trouve dans une situation précaire. Pour survivre, il rédige des histoires généalogiques familiales sur commande. Dans ces généalogies, complètement inventées, il offre à ses clients une lignée illustre et fabuleuse. On va lui demander de faire ce même travail pour ce nouveau club, la Grande Loge. Anderson fournira non seulement des règles, mais aussi une histoire à la nouvelle institution. Pourtant, ce n'est pas la pensée d'Anderson qui s'exprime, mais celle des dirigeants de la nouvelle Grande Loge, et en particulier celle de Jean-Théophile Desaguliers. Tout ce qu'il a écrit était vérifié par un comité et donc approuvé avant d'être publié. C'est ainsi que naissent les fameuses constitutions d'Anderson. Pour alimenter son récit, Anderson va se plonger dans les écrits des tailleurs de pierre du Moyen-Âge, dont, naturellement, les fameux anciens devoirs. Il a été un chercheur en franc-maçonnerie, un des premiers chercheurs en franc-maçonnerie, parce qu'il a effectué des recherches dans des documents plus anciens et les a interprétés pour ses contemporains. On parlera dorénavant des constitutions d'Anderson. Probablement le texte le plus fondamental produit en franc-maçonnerie. Elles ont eu une énorme influence. Elles ont été traduites en français, allemand et italien au début des années 1730, lorsque la Grande Loge s'est développée en Europe et dans ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique. Anderson reliera, grâce à son texte, les membres du jeune club maçonnique de Londres aux tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Il invente un lien avec les tailleurs de pierre tout en affirmant que les vrais ancêtres des francs-maçons sont également les dirigeants successifs du monde, et ce, depuis Adam. Ce mensonge est en réalité un acte politique. Il offre ainsi une légitimité aux nouveaux dirigeants de la loge qui constituaient également la classe dirigeante de la société anglaise. Et ce travail d'Anderson est très important pour asseoir l'autorité morale d'une très jeune institution. Si vous vouliez rejoindre un club qui vient d'être fondé la semaine passée, ou si on vous donne le choix d'intégrer un club qui existe depuis 1000 ans ou 2000 ans, lequel choisiriez-vous? L'inclination naturelle est de choisir le plus ancien, pas le plus récent. Avec les règlements du livre des Constitutions, vous voyez Londres devenir le centre du mouvement et s'étendre en intégrant d'autres loges, en créant des loges délibérément et dans une structure centralisée avec un certain niveau de contrôle. Le succès est tel que les nouvelles loges se sentent un peu à l'étroit dans les salles des pubs. En peu de temps, elles construiront leur propre salle de réunion appelée temple.
Le plus ancien de ces temples fut construit en 1736 par la loge Canongate Kilwinning à Édimbourg. Ce bâtiment, préservé depuis, témoigne de l'atmosphère de ces premières loges et surtout du succès fulgurant de la franc-maçonnerie. Les maîtres d'œuvre de cette réussite sont un pasteur écossais et un fils de réfugiés français. Anderson et Desaguliers sont donc des étrangers dans ce Londres du XVIIIe siècle. Vous avez été traité comme un étranger dans les rues. Vous êtes un homme d'église non conformiste. Vous êtes plutôt marginal. Une loge maçonnique fournit un espace au sein duquel vous êtes totalement accepté en tant que frère. Desaguliers est passé par une persécution religieuse. Il a pu être attiré par cette idée maçonnique de tolérance, de respect et de rencontre. Il y a cette phrase adorable dans le premier devoir d'Anderson, parlant de la franc-maçonnerie comme étant un centre d'union rassemblant ceux qui devraient autrement rester perpétuellement séparés. L'Angleterre et l'Écosse forment depuis peu un seul royaume. Après des années de guerre civile, de chaos politique et religieux, une paix précaire semble possible. Cependant, les Écossais étaient encore peu populaires à cette époque en Angleterre. Pourquoi Desaguliers a-t-il choisi un Écossais pour rédiger ses constitutions? L'explication se trouve peut-être dans un voyage professionnel que Desaguliers a fait en Écosse quelques mois auparavant. À Édimbourg, il se met en contact avec une mystérieuse institution. La loge Chapelle de Marie. S'agissait-il d'une loge maçonnique comme celle de Londres? Desaguliers se retrouve en tout cas dans un endroit utilisant des symboles maçonniques de construction qu'il connaît déjà. Et surtout, elle semble bien plus ancienne que n'importe quelle loge anglaise. La loge Chapelle de Marie existe toujours et tient des procès-verbaux de ses réunions depuis des siècles. Ewan Rutherford et Joseph MacArthur, tous deux membres de la loge Chapelle de Marie, ont accepté exceptionnellement de montrer pour la première fois à l'écran le rapport qui relate la visite de Desaguliers dans leur loge le 24 août 1721. Ce jour-là, le docteur Jean-Théophile Desaguliers, membre de la Royal Society et chapelain auprès de sa grâce James Duke de Chandois, dernier maître général des loges maçonniques en Angleterre, étant en ville et désirant avoir une conférence avec le surveillant général et les maîtres maçons d'Édimbourg, ce qui lui fut par conséquent accordé. Il fut reconnu dûment qualifié sur tous les points de maçonnerie. Ils le reçurent en tant que frère au sein de leur société. Donc il me semble très clair, sur base de ce registre, que le docteur Desaguliers, qui était dans la ville d'Édimbourg pour raisons professionnelles, était très conscient de l'existence de la loge et de ses activités, parce qu'il a voulu avoir un entretien avec le surveillant général et les maçons d'Édimbourg. Il est donc venu dans la loge à sa propre demande. Ils l'ont testé pour s'assurer que c'était un vrai maçon. Il affirmait être l'ex-grand maître d'Angleterre, mais il voulait en être sûr. Je suis sûr qu'il a considéré comme un honneur de visiter la loge d'Édimbourg. Il a sûrement dû réaliser qu'elle existait à cette époque déjà depuis très longtemps. Il a dû apprécier, j'en suis sûr, le caractère ancien de la loge. Il a décidé qu'un Écossais, il a sans doute rencontré Anderson à Londres auparavant, un maçon écossais était le meilleur choix pour écrire des constitutions, parce qu'il connaissait vraiment bien le sujet maçonnique. Les circonstances de la naissance de la franc-maçonnerie officielle à Londres s'éclairent. Il s'agissait au départ de petites structures d'entraide.
Ensuite, des nobles et des gentilshommes intéressés par les sciences et en quête de spiritualité en ont pris le contrôle. Enfin, Desaguliers s'en est servi pour créer une institution en la dotant d'une réglementation et d'une histoire. Les rites maçonniques sont des emprunts réalisés essentiellement par les recherches d'Anderson, d'une part dans les anciens devoirs anglais et d'autre part dans des traditions écossaises. Ces traditions provenaient de loges d'ouvriers écossais qui, comme la chapelle de Marie, existaient depuis très longtemps. Et c'est bien là que le mystère rebondit. Qui sont ces maçons écossais qui ont précédé de plus de 100 ans les clubs londoniens? Pour comprendre la clé des origines réelles de la franc-maçonnerie, la clé écossaise, il faut se tourner vers David Stevenson. Depuis 25 ans, il étudie les archives des loges écossaises, fasciné par l'esprit de ces tailleurs de pierre. Regardez ce qu'ils sont parvenus à faire. Regardez le paysage médiéval. Vous avez de petites maisons les unes sur les autres, et puis d'immenses abbayes et cathédrales lancées vers le ciel. Ce sont des exploits incroyables. Les maçons disaient, nous sommes les vrais architectes, nous concevons. Dieu a fait l'univers, nous réalisons le bâtiment de Dieu sur terre. Dieu était une sorte de bâtisseur, tout comme nous. Ces tailleurs de pierre écossais vont connaître un profond changement. Un personnage énigmatique va provoquer une révolution dans le métier. William Shaw est nommé surveillant général des travaux du roi Jacques VI à la fin du XVIe siècle. En Écosse, on le surnomme le père de la franc-maçonnerie moderne. Nous savons que quelque chose se déroulait au sein de la corporation des maçons de pierre, de la maçonnerie ici en Écosse. William Shaw, le fonctionnaire d'État, l'employé de la couronne, est apparu au devant de la scène et les choses ont changé. Et William Shaw va prendre son métier très à cœur, il va réorganiser, structurer les loges écossaises qui jusque-là n'avaient pas de réglementation. Et pour ce faire, en l'espace d'à peu près 2 ans, il va produire 2 textes fondamentaux qu'on appelle les statuts Shaw. Les statuts Shaw sont 2 textes de loi approuvés en 1598 et en 1599 par la couronne d'Écosse. Pour la première fois, ces textes organisent les maçons écossais en entités appelées loges et les soumettent à des obligations administratives. À Édimbourg, William Shaw reconnaît à la loge Chapelle de Marie le titre de loge la plus ancienne du pays. Exceptionnellement, Ewan Rutherford et Joseph MacArthur s'apprêtent à nous montrer leurs plus précieux manuscrits. Cette boîte contient les 2 premiers registres de la loge d'Édimbourg, Chapelle de Marie numéro 1. Ce registre commence en 1598. C'est la première fois que ce document est montré au grand jour. Ce sont les premiers statuts de Shaw. Et comme vous pouvez le voir, ils sont signés par William Shaw, maître des travaux. Ce qui rend la loge d'Édimbourg très différente de toutes les autres loges, c'est que nous avons des procès-verbaux qui remontent depuis 400 ans jusqu'en 1599. Les statuts de Shaw débutent nos registres. Ils ont été écrits par William Shaw, qui était le maître des travaux à cette époque. L'idée géniale de William Shaw fut d'insister pour que chaque loge ait un secrétaire et garde des rapports écrits. Qu'est-ce qu'un historien aurait pu lui demander de plus? Ils commencent à définir certains droits d'entrée.
Il faisait les choses nettement plus soigneusement, si vous voulez. Et donc, en ce sens, il a inventé la franc-maçonnerie moderne en formalisant les réunions et ainsi de suite. Les statuts de William Shaw formalisent un usage ancien des tailleurs de pierre, le mot du maçon. En fonction de votre statut, des standards que vous aviez atteints, des compétences que vous aviez, on vous donnait un certain mot ou une certaine poignée de main. Selon les prescriptions du statut Shaw, c'est donc un usage très répandu en Écosse dans les loges à cette époque, un maître maçon n'a pas le droit de donner de l'emploi à un ouvrier qui se présente à lui s'il ne lui donne pas cette clé à l'emploi que constitue the mason word, c'est-à-dire le mot du maçon. Et enfin, il y a autre chose dans ces statuts qui intrigue. Quelques mots lourds de sens et d'histoire, empreints d'une spiritualité singulière, l'art de la mémoire. Il mettait en place un moyen par lequel les maçons de pierre pourraient préserver leurs secrets. Ils savaient qu'ils étaient illettrés, qu'ils ne pouvaient ni lire ni écrire. Donc il leur a dit, pendant l'année, vous devez mémoriser quelque chose et passer chaque année un test pour mesurer votre aptitude à le répéter en loge devant tout le monde. Et là, évidemment, c'est une très grande surprise que de trouver non pas seulement une allusion, mais une mention parfaitement claire à l'art de la mémoire dans un texte qui est supposé réglementer le travail des loges de maçons opératifs, parce que, bien entendu, avec l'art de la mémoire, c'est toute une tradition intellectuelle qui vient du plus profond de l'Antiquité, qui brutalement fait irruption. L'art de la mémoire est une technique de mémorisation très ancienne. Dans l'Antiquité, elle était utilisée par les tribuns grecs et romains pour apprendre par cœur de très longs discours. L'originalité de cette méthode est d'être entièrement basée sur l'imagination. Imaginez un immeuble. Vous entrez dans cet immeuble. Vous le parcourez. Vous le visualisez et vous placez dans votre mémoire des objets symboliques dans les pièces que vous parcourez. Et alors que vous déambulez pendant cette visite, vous attribuez à chaque endroit une idée dont vous voulez parler. Dès lors, lorsque vous devez finalement faire votre long discours, mentalement, vous retournez dans l'immeuble et vous retrouvez le fil de vos idées à partir des endroits et des objets. Sans doute l'art de la mémoire a-t-il été utilisé en loge pour apprendre des rituels par cœur. Cette technique a aussi permis à ces ouvriers de construire en eux-mêmes une maison, un temple. En parcourant ce temple, ils réalisent un voyage intérieur. Autrement dit, William Shaw aurait encouragé ses ouvriers à développer leur propre personnalité. Il savait qu'il y avait quelque chose au sein des loges de maçons de pierre qui valait la peine d'être préservé. Ce qui amène à poser la question, comment pouvait-il savoir ce qu'il voulait préserver? Je pense que la réponse est qu'il était tout bonnement membre de la loge. Je pense qu'il était le premier franc-maçon. William Shaw meurt en 1602, 3 ans à peine après la promulgation de ces textes. Mais son système de loge, lui, continuera à fonctionner. Et c'est ici qu'intervient sans doute la clé du mystère de l'histoire de la franc-maçonnerie. Un phénomène nouveau va en effet se produire. Ces loges de tailleurs de pierre vont accueillir dans leurs murs, occasionnellement, des hommes étrangers au métier. On appellera ces nouveaux venus des gentlemen masons.
Les premiers à intégrer les loges étaient des aristocrates, des hauts fonctionnaires qui étaient responsables de la construction de palais royaux et de châteaux. Il y avait un lien entre les maçons de pierre et les aristocrates, un lien de travail. Ils viennent, se font initier, et c'est la dernière fois que la loge les voit. Ils ne veulent pas vraiment intégrer l'organisation sociale. Ils sont juste intéressés par les secrets et les rituels. Le rôle des Gentlemen Masons dans l'histoire de la franc-maçonnerie a été capital. L'un de ces Gentlemen Masons illustre à merveille l'état d'esprit de ces hommes. Sir Robert Moray, initié en 1641 par, clin d'œil de l'histoire, la loge Chapelle de Marie. Il était intendant général lors du siège de Newcastle par l'armée écossaise. Un certain nombre de membres de la loge d'Édimbourg étaient clairement engagés dans l'armée et ils l'ont admis comme un membre de la loge. Le roi a dit de Robert Moray qu'il était un homme qui avait sa propre église. Il était son propre chef, avec ses propres croyances. Je crois qu'il était aussi son propre franc-maçon, avec sa propre franc-maçonnerie. Lors de son initiation, Robert Moray a reçu une marque de maçon, un signe, le pentacle. La marque de maçon est une ancienne tradition des tailleurs de pierre. Chaque ouvrier avait l'obligation de marquer la pierre afin de justifier son salaire. Moray, toute sa vie, va s'identifier à cette marque, va en faire usage dans un très grand nombre de documents, par exemple dans tous les courriers qu'il adressera à ses correspondants. Il n'a pas choisi n'importe quel signe. Il a choisi un pentacle, une étoile à 5 pointes, une forme très ancienne, ayant une très forte charge symbolique. Il a appris assez de cette unique réunion, suffisamment pour méditer sur sa marque maçonnique pour le restant de sa vie, sans devoir jamais retourner dans la loge. Et plus tard, il est devenu l'un des principaux fondateurs de la Royal Society. Faut-il croire au hasard? Nous retrouvons Moray à Londres 50 ans à peine avant la création de la Grande Loge. Et c'est lui qui devient une des figures clés de la création de la Royal Society. C'est grâce à l'influence de Moray sur la famille royale anglaise que la Royal Society a obtenu sa charte et son nom. C'était donc un personnage très important, en effet, des années 1660. Et il a été dit également qu'il était franc-maçon. Sa philosophie, qu'on l'appelle maçonnique ou non, était celle de la tolérance et du mélange entre hommes d'origine et de croyances différentes. Et ceci est devenu un des traits marquants de la Royal Society. On ne se chamaillait pas à propos de religion ou de politique, on socialisait et on parlait de science. Il y eut d'autres Robert Moray. D'autres Gentlemen Masons voyageurs initiés par des loges écossaises. Ils ont été les transmetteurs d'un nouveau sentiment de fraternité. Car certains d'entre eux ont apporté au sein de la Royal Society cet esprit qui caractérisera plus tard les premiers clubs maçonniques de Londres. Et c'est pour moi une période fascinante, parce que c'est la grande question à laquelle personne n'a encore répondu avec satisfaction. Pourquoi l'ont-ils fait? Que faisaient-ils? Je pense que la raison la plus plausible, c'est cette idée qui a été développée depuis les 30 dernières années. Ils cherchaient un moyen de créer des ponts, de surmonter les difficultés religieuses et politiques et de rassembler les gens. Peut-on dire que ces Gentlemen Masons, ainsi que les tailleurs de pierre écossais qui les ont accueillis, étaient des francs-maçons? La franc-maçonnerie a-t-elle été inventée par les Écossais au XVIe siècle ou par les Londoniens en 1717? Les Écossais croient que ça a commencé en Écosse, les historiens anglais que ça a démarré en Angleterre. Le problème, ce sont ces mots absurdes, opératifs et spéculatifs, appliqués à la franc-maçonnerie.
Le postulat que seule la forme spéculative de la franc-maçonnerie pourrait être valide n'a commencé qu'à partir du moment où la Grande Loge a été établie. C'est un problème de définition. Une fois que vous avez des loges ayant des initiations maçonniques avec des personnes qui ne sont pas des maçons de métier, ça ressemble grandement à de la franc-maçonnerie pour moi. Il y a donc eu une époque, à la fin du XVIIe siècle, où il y a eu des francs-maçons avant qu'il y ait des loges, et peut-être même avant qu'on puisse parler de franc-maçonnerie. Voici maintenant notre véritable histoire. Du temps des guerres saintes, Les relations entre hommes, loin des vicissitudes des guerres et des conflits, favorisaient l'émergence d'un lien nouveau, la fraternité. La symbolique du métier de maçon, par accident de l'histoire, a servi de substrat sur lequel s'est greffé un besoin de sociabilité sans étendard. Un besoin social qui traverse toute l'histoire humaine. Par sa mythologie de la construction, la franc-maçonnerie se voulait l'image de la construction intérieure des hommes. Par son souci d'élever l'homme de la terre vers le ciel, elle se voulait porteuse d'une spiritualité nouvelle. Une spiritualité dont la force était issue des relations humaines. De nombreux éléments différents se sont ainsi conjugués pour former la franc-maçonnerie. Tailleurs de pierres écossais, anciens devoirs anglais, essor des clubs londoniens, formation de caisses, de mutuelles, élite assoiffée de sociabilité autant que de progrès scientifique. Tous ces facteurs se sont croisés et mêlés pour former une histoire humaine parmi les plus passionnantes. Une histoire riche sur laquelle la recherche ne fait que commencer. Une histoire qui, depuis plus de 400 ans, continue à s'écrire.